Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de suivre ses intuitions pour atteindre ses rêves. Et pour cela, nous avons le plaisir, non, l'honneur d'avoir un entretien avec Bruno, le batteur d'Unswab. J'espère que tu vas bien. Très bien. Ah bah, c'est impeccable. Alors, peux-tu nous dire qui est Unswab ou enfin ce que c'est pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Unswab, c'est 5 gars qui font de la musique depuis plus d'un quart de siècle. Ça ne nous rajeunit pas. Ah, ça. Unswab, c'est un format un peu particulier musicalement, puisqu'on on a décidé de suivre notre voie qui était de faire, en gros, un format assez classique de morceaux quasi chansons, tu vois, avec couplet, refrain, mais en utilisant tous les codes qu'on aime, qui sont les codes du métal. On parlait juste avant, on suit notre instinct. C'est d'ailleurs le titre de notre deuxième album. Et notre instinct, c'est nos envies d'écrire des vraies chansons. On bosse énormément l'écriture des textes. Pour nous, les textes sont essentiels, importants, et de jouer sur les nuances musicales, d'utiliser les grosses guitares du métal, mais pas juste comme une espèce de gros truc mastoc. Il connaît des mélodies dedans, utiliser des machines, des claviers, des trucs triturés, on en prend des trucs des fois qui viennent de l'électro, qui viennent du hip-hop. Voilà. On est dans ce délire-là parce que nous aussi, on écoute tous plein de choses différentes et que du coup, naturellement, ça vient influencer notre travail. Voilà. D'accord. Alors, Bruno, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la batterie? Qu'est-ce qui t'a charmé dans cet instrument? J'ai eu la grande chance de vivre dans une famille où la musique, c'était pas juste quelque chose comme ça quand on était enfant, c'était un truc, ça faisait partie de notre vie. Et c'est même plus que ça, plus que faire partie de notre vie, c'est que sans musique, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un nombre incroyable de disques vinyles à la maison. Mes parents ont fait des compiles cassettes des Beatles, des Rolling Stones, des Kings, de plein de trucs de rock progressif aussi, comme Soft Machine, comme sur une chose là de Frank Zappa, qui est l'un de mes artistes préférés, bref. Et du coup, il y avait aussi des instruments de musique. Voilà, donc il y avait une guitare qui traînait dans un coin, des espèces de petites percus. Et puis moi, c'est les percus qui m'ont plu, quoi. Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, vas-y mec, fonce. Donc dès que j'ai pu, je me suis payé ma première batterie. Et puis j'ai commencé à jouer. Alors j'ai jamais pris un cours de ma vie, je suis complètement autodidacte. J'ai joué sur des centaines et des centaines et des centaines de disques, j'ai décortiqué les jeux des batteurs que j'aimais, j'ai été à un nombre de concerts incroyables de mes 13 ans jusque maintenant. Enfin, j'ai vu des milliers de batteurs jouer en live qui m'ont inspiré, voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs, j'ai mis de longues années à me considérer comme étant un batteur. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, je suis plus un des musiciens du groupe qui vient servir la musique du groupe. Alors maintenant, je le dirais moins parce que j'ai vécu d'autres expériences musicales qui ont fait que, mais il y a quelques années, je t'aurais dit non, je suis pas batteur, je suis musicien d'un groupe. Oh. Tu vois. Et mon but en jouant de la batterie, c'est de servir le propos, en l'occurrence pour Unswab, de servir le propos qu'on a à 5. Et qu'on veut dire à 5. C'est pas moi de me dire ouais, je suis le batteur du groupe, c'est génial, machin. Moi, ça, je m'en fous totalement. J'ai aucun ego particulier par rapport à ça. Mon but, c'est servir le propos. C'est être dans le groupe pour jouer pour le collectif. Et pour moi, si tu veux, la batterie a cet avantage rythmique de vraiment transmettre quelque chose de quasi animal, qui parle au corps. Et donc pour moi, voilà, mon propos, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai choisi la batterie, même si, comme tu vois, j'adore aussi jouer d'autres instruments. Je claviote un peu, je guitare un peu, je basse un peu. Je vais aller un petit peu plus loin, mais est-ce que tu peux nous donner justement votre parcours? Unswab, c'est Seb et moi dans la chambre de l'appart de mes parents, et c'était en avril 1995. Au départ, on jouait à deux, parce qu'on s'était connus à la fac, puis après on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire un groupe. Et les autres se sont... Et ces mémoires, on a déjà fêté 25 ans de collaboration. Bah, félicitations. Mais c'est vrai que le vrai début du groupe, où vraiment ça a commencé à prendre l'ampleur et où on a eu vraiment un nom et surtout beaucoup de dates, ça a été à partir de l'été 96, ouais. Où là, ça a été un truc de dingue. C'est jouer 3 fois par semaine dans des bars. Voilà. Et là, c'était ouf. La semaine, on était à la fac, officiellement, tu vois.
Et puis jeudi, vendredi, samedi ou vendredi, samedi, dimanche, je jouais dans des bars de Lille, dans des bars de Dunkerque, enfin tu vois, dans toute la région C'est nord. ça. Et puis tout de suite, ah bah tiens, mais attendez, vous voulez pas venir jouer dans un bar Et puis après ça a été la Picardie, la Normandie, le truc. Et puis on s'est retrouvés à jouer toutes les semaines comme ça, dans plein de bars sans vraiment s'en rendre compte, quoi. Voilà. Et puis ça a donné ce que ça a donné ensuite. C'est ça. Au-delà de passer par YouTube, comment on vous trouve sur Internet? Alors, aujourd'hui, les deux trucs où on est joignable directement, et tu le sais très bien parce qu'on te répond C'est ça. quand tu le truc, c'est Instagram et Facebook. C'est les deux sur lesquels on est tous les jours. D'accord. Et on est présent sur Spotify, sur Apple Music, sur Amazon Music, enfin, tous les distributeurs numériques. Vous êtes musicien professionnel, donc vous 5, mais vous bossez à côté. Déjà, qu'est-ce que tu fais toi en dehors et est-ce que c'est pas compliqué justement de gérer deux choses en même temps? Alors, je pense que ce qu'apporte cette vie, c'est de comprendre à segmenter les choses. C'est-à-dire que tu as une vie de famille, tu as une vie musicale, tu as une vie musicale qui est semi-professionnelle, et puis un métier à côté qui te permet, lui, de continuer à faire la musique que tu aimes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a très très peu, mais quand je te dis très très peu, le pourcentage de musiciens de groupes de métal qui vivent que du métal, il est mais minime. Tu vois. Ce pourcentage est bien plus gros, par exemple en chanson française, ou en musique électronique, ou en hip-hop. Donc effectivement, on est tous obligés d'avoir un métier à côté. Un boulot à côté. Alors, est-ce qu'il a un lien avec le milieu musical? Comme je voulais absolument garder énormément de temps pour avoir une vie de famille et pour jouer de la musique à peu près comme je veux, je suis devenu ce qu'on appelle backliner. C'est-à-dire que je m'occupe des instruments de musique d'artistes connus. Voilà. Donc j'ai longtemps tourné avec Indochine, j'ai fait un bout de tournée avec Chaka Pong, j'ai fait un bout de tournée avec Aaron. Dernièrement, j'ai même bossé avec Christophe Willem, avec Soprano, avec Amel Bent. J'ai fait une date avec NTM, j'ai remplacé un de mes potes qui est backliner sur NTM. Voilà. Ce que m'apporte ce truc, c'est que évidemment, je tourne, je passe énormément de temps en tournée, vivre dans les tourbus, dans les salles de France, de Belgique, de Suisse. Grâce à ces tournées, j'ai pu aller à l'île Maurice, j'ai pu aller en Nouvelle-Calédonie, j'ai pu aller au Québec. Donc c'est un intérêt qui est fabuleux. Et puis surtout, je rencontre énormément de musiciens et je vis avec des musiciens. Par exemple, alors il y a plein de métalleux qui vont exploser de rire et qui vont dire « mais moi je l'assume complètement. Ouais. Soprano, aujourd'hui, c'est un mec que, comme j'ai fait 2 tournées avec lui et que je vais bientôt en faire une 3e avec lui, c'est un mec qui fait quasiment partie de la famille. Et c'est un mec que j'adore. C'est un mec qui a une conscience artistique sans faille. Au top. C'est un mec qui a une plume, une écriture qui est énorme, fabuleuse. Alors effectivement, musicalement, c'est différent. C'est complètement différent. Et il le sait, parce que je lui ai déjà dit, je préférais ce qu'il faisait dans les psychiatres de la rime. Et voilà, d'ailleurs, écoutez le titre qui était sur le dernier album de I.Am, où il y a la reformation des psychiatres de la rime en feat avec I.Am. Le morceau est juste phénoménal. Voilà, c'est les patrons qui reviennent. Tout ça, ça me permet aussi de rencontrer énormément de réalisateurs musicaux. C'est ça. Qui composent actuellement les tubes qui passent. Qui tournent à la radio. Même si c'est pas du tout le même cadre musical, eh ben, ça donne des idées. Ce qu'il y a, c'est que justement, alors là, j'ai vraiment apprécié ce que tu as dit, c'est ce côté ouverture d'esprit que malheureusement beaucoup de métalleux ils restent dans une case, alors que si on s'ouvre aux autres, on s'enrichit sans cesse. Écoutez-moi, en votre honneur, on va appeler notre nouvelle armée les métalleux, avec un M majuscule. Parce qu'il faut pas déconner avec nous. Les métalleux. J'aime bien. Ouais, cool. Les métalleux. Ce qui est formidable, c'est que tu parles avec tout le monde, tu n'as aucune limite, entre guillemets, mais tu t'enrichis sans cesse des gens. Et tu fais de chaque rencontre une expérience. Mais c'est important. Mais le savais-tu, par exemple, parce que j'ai été le premier surpris, j'ai fait une tournée là, avec Amel Bent, et toi que Amel Bent écoute énormément de rock. Genre, c'est une grosse fanade de Biffy Clyro, c'est une grosse fanade de Weezer, c'est une grosse fanade de Linkin Park, elle adore Evanescence.
c'est une grosse fana, elle adore Rage Against the Machine, enfin voilà. Tout ça, c'est des trucs qu'elle écoute au quotidien. N'empêche que c'est une vision de la vie, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être émue par une chanson de Aznavour, d'être émue par une chanson de Brel, d'être émue par une chanson de I.Am, des Psychadelic, peu importe. L'important, ce qui va passer, et moi, c'est tout à fait le propos d'Unswabd. C'est le message. Ouais, c'est qu'est-ce que la musique te fait ressentir. Et moi, je considère que c'est un privilège de pouvoir être ému par n'importe quelle musique. Et justement, quand certains métalleux un peu bornés, tu vois, viennent nous voir en disant « Ouais, mais vous, Unswabd, vous êtes un peu... Ouais, c'est doux, quoi. » C'est doux de quoi? Et puis c'est doux par rapport à quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cri d'un démon. C'est le chant d'un ange. C'est le chant du marteau de la création sur l'enclume du temps. Waouh, c'est rock'n'roll! C'est du métal. Et c'est pour ça que vous devriez secouer vos têtes, les gars. Ouais, tout dans le camp d'ici. Je veux dire, si tu en passes du Unswabd à la radio, c'est pas du tout doux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des gens qui se sont mis des barrières dans leur vie. Et si tu te mets des barrières musicales, eh ben ça veut dire que quelque part, tu te mets des barrières dans le reste de ta vie. On est avec lui. Donc tu vas pas forcément accepter une autre personne parce qu'elle est différente. Tu vas pas forcément accepter une autre culture parce qu'elle est différente. Voilà. Moi, je m'en fous du style musical. Je m'en fous de ce truc. Moi, l'important, ce que j'ai envie de ressentir quand j'écoute un groupe, peu importe ce qu'il fait comme style, j'ai envie de ressentir que le mec, quand il est en train de faire sa putain de musique, il n'a pas envie d'être ailleurs que là où il est. Basta. C'est tout, c'est ça. Et là, je trouve ça très propre, très sage. Franchement, je te tire mon chapeau. T'es celui dont tu viens de parler, c'est Défier l'ennui, sur votre premier album éponyme. Cette chanson, ça fait... Voilà. Allez, tiens. Ok, c'est bon, j'ai compris le message. Le texte, je l'ai réécouté il n'y a pas très longtemps. Le texte, il a plutôt bien vieilli. C'est-à-dire que le fond de ce titre, c'était justement ça. C'était de se dire, pas de barrière dans la vie. Défier l'ennui, ça veut dire aussi pas attendre que les choses tombent toutes seules. Provoquer les choses dans sa vie pour que... on n'a rien sans rien. Pour générer du positif, de l'envie de vivre, tu vois, que même quand on est au fond du trou, même quand on a l'impression d'être bloqué, mais il y a toujours cette petite lumière, et cette petite lumière, on ne doit jamais la laisser partir parce qu'elle est toujours là. Elle doit être toujours là. Juste pour rebondir sur ce qu'on disait avant, qu'est-ce que t'évoques le dépassement de soi et jusqu'à quel niveau il faut suivre sa passion ou son intuition? Et si tu veux une petite perche, d'après toi, quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait passer du stade amateur à professionnel? Alors, je pense pas que l'intuition ou la passion ait généré le fait de passer d'amateur à professionnel. C'est ce qui nous est arrivé, tu vois, qui a fait qu'on est passé d'amateur à professionnel. En revanche, ce qui suit toute notre existence, c'est bien la passion. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, faire de la musique, composer des choses, c'est pas juste assembler des notes et des mots, tu vois. Là-dessus, je te donne entièrement raison. Le truc, par exemple, avant, tu as parlé de Soprano. Soprano, ce qu'il a placé à ce niveau, c'est son excellence. Il ne lâche rien. Il joue sans cesse. Et pour moi, c'est en travaillant, c'est en s'exerçant qu'on atteint la perfection. Si on ne suit pas sa passion, on n'atteint pas certains niveaux. Elle est là la différence entre l'amateurisme et le professionnalisme. Ouais, alors, après, tu sais, il y a des tonnes de musiciens, de peintres, de sculpteurs qui ne sont pas professionnels et qui débordent de passion et de création. On est d'accord. Et qui, tu vois, qui font des tonnes de choses. Moi, je pense que si tu veux, la passion, elle a d'intéressant qu'elle te fait probablement accepter des choses que tu n'accepterais pas autrement dans ta vie. Des sacrifices ou quelque chose, peut-être? Ouais, pas forcément. Moi, je dirais pas le mot sacrifice. On va prendre un exemple. Nous, on a calculé, comme ça, avec Unswabd, un album, c'est plus de 1000 heures de travail. Et je pense que ces 1000 heures de travail, si on est capable de les faire, de les engendrer collectivement, c'est parce qu'on a cette passion. Parce que tu imagines qu'on fournit 1000 heures de boulot, plus de 1000 heures de boulot, pour un truc dont on ne sait même pas s'il va sortir un jour. Il y a que les passionnés qui font ça. Tu vois, c'est comme les mecs c'est comme les inventeurs.
Tu vois, Ouais. les mecs, ils bossent sur 20 prototypes avant de sortir celui qui leur fait décrocher le concours l'épine. Et encore, ils en sont pas sûrs. Et voilà, et ils en sont jamais sûrs. C'est ça. Et ces mecs-là, c'est des passionnés. La création artistique, si elle n'est pas passionnelle, je pense pas qu'elle mène artistiquement à quelque chose. D'accord. J'allais dire de profond. Parce que, bon, soyons clairs, hein, aujourd'hui, sur les ondes, on entend plein de choses, plein d'artistes, plein de chansons qui ramassent des millions et des millions d'euros de bénéfices et qui sont tous sauf issus d'une passion. Mm. Mais c'est là où tu disais, tu sais, professionnel et amateur. Moi, j'ai du mal avec ces deux trucs. Parce que tu peux être amateur et créer des choses absolument fabuleuses. Et tu peux être, pour être clair, tu peux être professionnel et faire de la pure merde. En tout cas, faire un truc qui s'apparente à de l'artistique, alors que ça n'a rien d'une création passionnelle. Du commercial. Ouais, alors, il y a des choses commerciales qui sont très qui sont bien. Pour revenir, hein, juste encore une fois Ouais, à bien Soprano, mais tu vois, j'ai le même sentiment quand je fais des tournées avec Amel Bent. Quand je les vois sur scène, je ne doute pas une seconde de leur sincérité. Alors, c'est aussi parce que je les connais hors scène et que donc je sais qu'ils sont sincères. Mais je ne doute pas. Je veux dire, à aucun moment, ces mecs-là font ça pour l'argent, pour une espèce de notoriété quelconque. Ils font ça parce que ça transpire, c'est des émotions qui doivent sortir, qui doivent se transpirer, qui doivent. Il n'y a pas le choix en fait. Et en fait, il n'y a tout simplement pas le choix. Et la passion, tout ça, c'est le résultat de la passion. La passion fait il faut que ça sorte, bordel de merde. T'as pas le choix, il faut que ça sorte. Parce que sinon, tu te sens incomplet. Et un être humain incomplet, c'est pas une bonne chose. Voilà. Effectivement. Et je pense que quelque part, alors, après on rentre peut-être dans de la philosophie de bas étage, je m'en excuse d'avance, mais quelque part on cherche tous ça, à se compléter soi-même. Et les autres qui nous entourent nous aident à ça. Lily, qui est là, elle apporte à ma vie tous les jours quelque chose qui complète ce que je suis. Et à chaque fois qu'on discute, elle m'apporte des choses qui complètent l'être humain que je suis. Voilà. Et quand on est en train de discuter là tous les deux, c'est la même chose. On finira cette discussion et j'aurais eu l'impression que tu m'as rempli de quelque chose qui va m'amener une réflexion supplémentaire, une façon de penser qui donnera peut-être un morceau après-demain. Et je pense qu'on cherche tous ça. Je pense qu'on est tous incomplets et ce qui n'est pas négatif. Et on cherche à compléter notre vie de choses qui vont faire que notre vie sera meilleure. Mortelle. Dans un entretien avec Daily Rock, vous aviez confirmé, vous, le groupe, qu'entretenir un groupe, c'est comme une relation amoureuse. Alors, il y a les noces d'argent. Vous aviez prévu une tournée des stades pour fêter ça. Alors, on est dans une situation un peu bizarre en ce moment, donc c'est un peu compliqué de faire des projets. Ce qui est sûr, c'est que je pense que comme on va sortir un album en début d'année prochaine, et j'espère, là je touche du bois aussi, et tout ce que je souhaite au monde entier, c'est qu'on puisse recommencer à faire des concerts de façon normale, on peut aller tous transpirer ensemble. Et donc oui, avec Crash Tour, qui est notre tourneur, on va monter une tournée. Et je t'avoue qu'on n'en a pas encore complètement parlé, on a évoqué le sujet, on en parle régulièrement par petites doses, mais ce qui est compliqué avec Unswapped, c'est qu'on n'est pas nostalgique. Et donc, on ne regarde pas beaucoup derrière nous. Et surtout, on ne sacralise pas les morceaux. Et donc, je pense qu'il faut, oui, qu'on réfléchisse à faire un truc. Je pense que ce qui va être le plus évident pour nous, ça va être dans la prochaine tournée, au-delà de jouer les nouveaux titres du 6e album, ça va être de réintégrer des titres qu'on n'a probablement pas joués depuis très longtemps. Ça tombe bien que tu dis ça. Je pense que pendant 25 ans, vous avez bien défié l'ennui. Alors franchement, mettez-le dedans. Non, je rigole. Pas de souci. Oui, tu vois, pour l'instant, il n'y a rien de prévu de particulier. En tout cas, on y réfléchit. Et c'est vrai que mine de rien, 25 ans, c'est quelque chose. Si tu pouvais collaborer avec un groupe ou un musicien, ça serait avec lequel? Que ça ait un lien musical, le même thème ou pas? Toi, ça serait lequel?
Ça serait qui? Est-ce que ça serait soprano comme tu parlais avant? Est-ce que ça serait... Non. Alors moi alors c'est ma réponse à moi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Dirais probablement d'autres personnes. Mmh. Moi, pour moi, le mec en ce moment qui est un petit génie et qui, à mon avis, va devenir un putain de producteur de musique dans les prochaines années, c'est le mec qui fait les machines de Bring Me the Horizon. Voilà. Le mec qui fait les claviers et tout ça et toutes les séquences de Bring Me the Horizon et qui, depuis 2 albums, fait la prod complète de Bring Me the Horizon. Ce mec-là est un génie. Et moi, demain, si je devais confier la réalisation d'un album dans lequel je joue à quelqu'un, tu vois, en direction artistique, ce serait lui. Voilà. Parce qu'en plus, il a ce côté bad boy anglais, tu vois, sale roast beef, que j'adore. Tu vois, il a le côté, tu vois, on parlait de côté instinctif. Et quand je vois ses interviews, là, il a ce côté-là, quoi. Il a ce côté what the fuck. Tu vois, ce côté allez tous vous faire voir. Enfin, j'ai un truc en tête. Et on y va. Je vais y aller. Et Bring Me the Horizon se fait insulter par ses anciens fans de tous bords. Ils se font démonter la tronche à longueur de forum et tout ça. N'empêche que quand t'écoutes depuis 3 albums, depuis Sempiternal, où ce mec-là fait la prod des albums, la direction artistique et s'occupe des machines et tout ça, depuis qu'il est là, eh ben, écoutez la prod, elle est d'une inventivité énorme, phénoménale. C'est ça. Phénoménale. C'est un truc de dingue. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais avec le plus grand des plaisirs. Un membre du groupe serait à côté de moi en disant non mais mec, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, c'est pas... mon avis. Ils sont où? Est-ce qu'ils sont là? Ils sont pas là? C'est ton avis qui nous intéresse. Non, mais par contre, je peux citer d'autres choses pour les intégrer quand même, parce que c'est mes frères et que je les aime. C'est que, par exemple, Seb en ce moment est un fou Là, je peux pas t'aider. Putain, je vais me faire insulter par Seb. Carter, je trouve pas son prénom. John Carter? John Carter et Rattlesnake, voilà. Il est un fou de ça et il faut reconnaître d'ailleurs que la prod du dernier album est vraiment cool. Et il aime bien son côté punk, tu vois, son côté jusqu'au boutiste. Vraiment, c'est un truc qu'il écoute beaucoup. Un mec comme Alex, lui, en ce moment, est vachement attiré par des trucs un peu électro sombre, tu vois, dur, enfin électro, je parle rock électro, hein, voilà, rock électro, un peu sombre, un peu dur, et puis voilà, donc je pense qu'on aurait tous des influences. Voilà. C'est aussi une histoire d'influence, de ce que vous écoutez le plus, et ça file dans tous les sens. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que je pense quand même qu'au niveau de la direction artistique, notamment de l'ombre à la lumière, notre 5e, et du 6e qui arrive, on se rejoint tous sur ce côté, je pense, sur ce côté, les mecs, arrêtez-moi si je me trompe, ce côté, faire quelque chose qui est brut, mais classe. Tu vois ? C'est-à-dire, brut dans les sentiments, coupant comme une lame de couteau, incisif, mais hyper énergique, mais avec le côté classe de produire quelque chose qui soit joli. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'hésite pas à mettre des petites nappes de clavier, des petites séquences à droite à gauche. C'est ça. Voilà, parce qu'on a besoin de ce côté classe. Je peux donner. Alors, on se rapproche de la fin, de l'ombre à la lumière. C'est passé du côté, on va dire, obscur, où tu restes dans tes projets, à l'éclat, tu donnes vie à ton projet, passer de l'ombre à la lumière. Peux-tu me citer 2 personnes qui t'ont inspiré toi? 2? Ouais. C'est compliqué, 2. Ouais, ça va. Avant, tu parlais de Frank Zappa, me semble-t-il. Pour moi, Frank Zappa, c'est une évidence parce que je l'écoute depuis que j'ai 6 ans. Et c'est comme s'il faisait partie de ma vie.
Tu vois, il est là, sa musique est toujours là, et je pense que tout musicien, et j'allais dire tout être humain, qui se doit d'écouter au moins une fois dans sa vie un morceau de Frank Zappa. On mettra un lien en description. L'humanité, du génie à l'état pur. Voilà. Après, l'autre mec qui a beaucoup marqué ma vie, la vie de Seb aussi d'ailleurs, c'est le chanteur de Pearl Jam, voilà, Eddie Vedder. Alors Alex et Charles, en m'entendant dire ça, je pense commenceraient à passer la corde autour de mon cou pour m'exécuter sur le champ parce qu'ils détestent ça. Mais voilà, tu me demandes à moi. Bah ouais. Et moi j'ai envie de te dire Eddie Vedder, parce qu'Eddie Vedder pour moi il représente ce dont on parlait tout à l'heure, la petite lumière. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où moi j'étais déprimé au fond du trou, et ben même ma petite lumière c'était les chansons de Pearl Jam et les textes d'Eddie Vedder. Mais après il y a aussi plein de gens qui m'ont influencé et qui ne sont pas forcément des musiciens et qui ont fait de ma vie des choses qui t'ont enrichi, comme on en parlait avant. Et qui influencent clairement ma création musicale. Lily en fait partie bien évidemment. Bah clairement. Je vais dire un truc qui est absolument gnangnan, mais je vais le dire quand même parce que ma femme est juste une énorme boule de force. Un soutien énorme. Et j'aimerais pouvoir lui rendre hommage chaque fois que c'est possible. Bien sûr. C'est un socle pour moi. Et après, on est dans un milieu musical où on rencontre plein de gens. Et chacune de ces personnes te donne des petites idées. Tu as des discussions, on en parlait tout à l'heure, tu as des discussions intéressantes. On adore les mecs de Massisteria. On adore les mecs de Bukowski. Claude Fonfora, comme notre tourneur, c'est Rage Tour. On a la chance de faire partie d'un catalogue. Et toutes ces rencontres qu'on fait grâce à Rage Tour aussi, c'est hyper intéressant parce que c'est des mecs qui ont notre vision. Donc, je peux citer effectivement ces deux noms-là, Frank Zappa et Eddie Vedder pour mon truc un peu égoïste. Et puis ma famille, parce que c'est mon cœur de vie. Bah, bien sûr. Mais je crois que surtout ce qui fait l'influence, c'est l'immensité des gens qu'on rencontre tous dans nos vies. C'est ça qui fait le truc. C'est ça, voilà. Tout est dit. Bravo. Comme nous le savons tous, le temps s'écoule. Et si maintenant tu apprenais que le monde s'arrêtait dans 48 heures, que ferais-tu? Oh, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué, non, c'est pas compliqué. Je pense que ce que je viens de faire pendant le confinement, c'est-à-dire que je m'enfermerai avec ma femme et ma fille dans la maison pour pouvoir les regarder le plus longtemps possible. Je pense que je ferai ça. Parce que, alors, certains pourront dire que c'est hyper égoïste, je l'assume. Parce que je pense que si je sortais pour voir le reste du monde, il y aurait tellement de trucs à faire et tellement de trucs à picorer que je ne profiterais de rien. Alors qu'en restant avec ma femme et ma fille, en les regardant, je saurais de quoi je profite pendant les dernières 48 heures qui me restent, à les regarder dans le blanc des yeux et avoir des discussions passionnantes. Voilà. C'est très beau, et sache une chose, c'est que ta réponse ne m'étonne pas. Parce que, en fait, tu as atteint quelque part, je dirais, un rêve. Tu vis de ta passion, et ça vaut tout l'or du monde. Donc, complètement. Hein. Donc, quelque part, ta réponse semble complètement logique. Je vais refaire un peu de philosophie. Bien sûr. Jean-Paul Sartre disait que, d'une certaine manière, on est tous dos au mur. En fait, à partir du moment où on est, où on inspire notre première respiration, bouffée d'oxygène, on est au mur. C'est pas entièrement faux. Parce que, alors, il le disait pas comme ça, mais moi, je l'avais appris, tu vois, quand j'étais à la fac. J'avais beaucoup lu Sartre après. Et si tu veux, c'est l'espèce de miroir par rapport à la mort. C'est-à-dire que notre fin, inéluctable à tous, c'est la mort. Et ça. Avant cette mort, on a plein de choses à faire. Et chacun y met ce qu'on veut. Et donc, de ce fait, et j'espère ne pas trop déformer la pensée de Sartre, qui était absolument fabuleux, de fait, on est dos au mur. Puisqu'on n'a qu'une seule façon de faire, c'est d'avancer. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'avec une seconde, on n'était pas dans la nostalgie, on n'est pas trop dans le passé, que du coup, fêter nos 25 ans, ben, c'est pas un truc... c'est que du bonus. Donc ça pour nous. Voilà. Parce que on avance. On avance, on a des tonnes de choses à faire, on a tellement de choses à apprendre. Qu'est-ce qu'on va aller regarder derrière? On est au dos au mur. Non, comme dit, c'est pas pour de la nostalgie, c'est pour de la célébration. Oui. Et
Est-ce que tu connais Philippe Croizon? Non, je ne connais pas Philippe Croizon. Alors en fait, c'est une personne dont j'avais parlé dans une ancienne vidéo. C'est le tétraplégique qui a traversé la Manche à la nage. Voilà. Ça y est. Et lui, en fait, il expliquait que son ancienne vie s'est arrêtée et que tout le reste, c'était du bonus. Et on peut aller que de l'avant, donc autant croquer ce qu'on peut, quoi. Et je suis totalement ce genre de raisonnement. On est bien d'accord. Tout simplement. Ça fait un peu conclusion, hein, mais si tu veux, nous, avec Unsub, on a toujours eu, et depuis très longtemps, hein, bien avant que ce soit à la mode, une conscience écologique. Et pour nous, l'écologie, c'est pas juste un mouvement politique ou un mouvement de pensée qu'il faudrait imposer aux autres. C'est tout simplement une nécessité. Je vais dire un truc évident, mais on a une planète, hein, et on n'en a qu'une, hein, il n'y en a pas 36. Et tu vois, tu parlais de fin du monde dans 48 heures. Moi, je ne suis pas du tout catastrophique par rapport à la suite du monde. Moi, j'ai extrêmement foi en l'être humain. Je suis peut-être trop naïf, mais en tout cas, j'ai extrêmement foi en l'être humain. Et j'ai foi en la génération qui arrive derrière, ouais. Qui a, elle, de base, de naissance, une conscience écologique et une conscience que cette planète, il faut la chérir. Et je pense qu'on doit se rendre compte, c'est comme tu vois l'histoire des gens qui sont végétariens, végétaliens ou des autres qui bouffent de la viande. Pour moi, tout ça, c'est des trucs extrêmes. On vit dans un monde où les espèces se mangent les unes et les autres. Nous, on a cette pensée, on a la chance d'avoir un cerveau et de pouvoir l'utiliser. Et donc, certes, moi je vous dis, hein, je mange de la viande, mais je la mange, j'essaye de m'approvisionner dans des trucs, dans des circuits où je sais. Circuit court. Voilà. Et je pense que le monde a besoin de réapprendre l'équilibre. C'est ça. On en a marre des extrêmes, de vouloir imposer des idées aux uns et aux autres. Respecter les idées des uns et des autres et trouver un équilibre. Une recherche naturelle humaine de la liberté. Pour nous, ça c'est essentiel. C'est pour ça que l'écologie, pour nous, c'est pas un mouvement de pensée. C'est une évidence. C'est ça. On doit faire gaffe à tout ce qui nous entoure. Voilà. C'est un respect de nous. De soi et des autres et de la planète. Des autres, de ce qu'on va laisser à nos enfants. Tout à fait. Voilà. Et puis, du lieu qui nous a abrités pendant quelques années. Parce que à l'échelle de l'existence de la planète, on n'est même pas un micron c'est ça. mon petit doigt, tu vois, et nos vies ne sont même pas ça. Et ben, nous, on a profité de ça on va profiter de ça pendant, j'espère, le plus longtemps possible pour chacun d'entre nous. C'est tout ce que je nous souhaite. Et ben, c'est un juste retour qu'on doit faire à cette planète de s'en occuper. Voilà. Effectivement. Lily, est-ce que tu veux bien nous donner le mot de la fin, s'il te plaît? Il est à toi. Si tu tombes, tu te relèves. Faut jamais se rabaisser, quoi. Jamais perdre espoir. Voilà. Parfait. Bah écoutez, moi je vous remercie, la petite famille. Merci à toi. Merci vraiment, Bruno. Passe le bonjour à tout le monde et je vous dis à bientôt pour une petite tournée. Carrément, mec. Avec grand plaisir. Voilà. Bonne journée et à bientôt alors. Porte-toi bien. Merci. Ciao, ciao. Le temps s'écoule. Alors, comme Bruno, qui en est la preuve vivante, conjuguez votre profession à votre passion. Les deux impacts s'ensuivent. Le premier, c'est que vous allez adorer chaque jour de votre vie. Et le second, c'est que le suivi de votre intuition vous portera au-delà de vos pensées. 5 siècles avant Jésus-Christ, Confucius disait déjà « Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. » Chaque jour passe.